Lucien Neuwirth, pour des centaines de milliers de Français, et je dirais d'ailleurs surtout de Françaises, vous êtes l'homme de la pilule. J'aime pas ce terme. Ben non, je sais bien, mais enfin, c'est un peu votre image de marque populaire. Vous êtes l'homme qui a eu l'audace ou le courage de faire adopter par ce Parlement français la loi sur la contraception. Est-ce que vous prenez la pilule? Oh non, pas confiance quoi. Je trouve ça formidable. Moi je dis que c'est l'homme qui doit faire attention, puis c'est tout. Au point de vue de la société, c'est là la véritable révolution. C'est la contraception qui donne à la femme la maîtrise de la procréation. C'est ça, c'est que les femmes maîtrisent leur corps. Eh bien, voilà, c'est plus les hommes qui décident, enfin, ont-ils décidé, ce genre, hein, enfin, on n'a plus le sentiment que c'est eux qui décident si une naissance arrive ou pas. La première des choses pour une femme, c'est de maîtriser son corps. C'est « mon corps m'appartient ». Pour moi, cette loi est un combat. Un combat qu'il fallait gagner impérativement. Apporter un peu plus de libération. De libération à l'homme, de libération à la femme, de libération au couple. Bref, aller dans le sens de ces réformes que nous devons apporter à notre époque. Où avec les moyens du XXIe siècle, nous avons encore les structures mentales du XIXe siècle. C'est ça. Vous ne pouvez pas avoir de relations sexuelles correctes si elle n'est pas à base de maîtrise de soi. Un autre nom de la maîtrise de soi, c'est la chasteté. Ça n'a pas été une histoire simple, Alors aujourd'hui, quand on voit les choses, on se dit mais comment on a pu être aussi longtemps dans un système aussi archaïque? Mais il se trouve que c'était la réalité. Il y a eu un combat très, très vif partout, dans toutes les familles. On craignait sur la vertu des jeunes filles en disant si elles ont la possibilité d'avoir la pilule, mon Dieu, qu'est-ce qu'elles vont devenir? On disait ça va faire tomber la démographie va s'effondrer. On disait la pilule donne le cancer. Il a fallu mener un combat dans tous ces compartiments-là pour expliquer que les jeunes Françaises, les couples français aient le droit à la contraception. De l'acharnement de cet homme et d'une poignée de militants est née en 1967 la loi autorisant en France la contraception. 1967, autant dire hier. Mais qui se souvient aujourd'hui de Lucien Neuwirth et de cette bataille idéologique et politique qui a duré plus de 15 ans? Qui se rappelle qu'il y a un demi-siècle se jouait dans la France de De Gaulle une révolution qui a marqué à jamais les femmes, les familles et la société tout entière? Le premier des grands bouleversements sociétaux qu'allait connaître la France de l'après-guerre. Tout commence dans les années 50, lorsque dans un pays en pleine reconstruction retentit un tragique fait divers. Les époux Bach, issus d'un milieu très modeste, comparaissent devant les assises pour avoir laissé mourir leur 4e enfant, un tout jeune bébé. La France s'émeut de ce drame de la pauvreté. Quand j'ai ouvert le dossier, j'ai été abasourdi par tous les malheurs de cette famille. Ginette Bach s'est mariée quand elle devait avoir quelque chose comme 18 ans, et ils ont eu des enfants tout le temps. Ils ont eu un enfant au bout de même pas un an, 3, 4 qui se sont enchaînés. À la 5e grossesse, alors elle était dans un état de léthargie, restant assise toute la journée, à rien, même pas penser à rien, et ne s'occupant pas de ses enfants. Et je dois dire que la pièce la plus ennuyeuse du dossier pour moi, avocat, c'était les photos de cet enfant de 9 mois, morte, qui pesait moins que son poids de naissance, et dans un état épouvantable avec des ecchymoses. Enfin, j'en ai cauchemardé. C'était toute une éducation à faire. Ils avaient des rapports sexuels, voilà, comme ça, n'importe comment, quand ça leur plaisait, sans penser du tout, sans réfléchir aux conséquences, évidemment. Mais la presse on a beaucoup parlé, beaucoup. Aussi bien d'ailleurs pour critiquer les parents, mais surtout pour dire que vraiment, c'était lamentable qu'il puisse encore se passer des choses comme ça à ce moment-là. Dans la France des Trente Glorieuses, la sexualité est un sujet tabou.
Tout particulièrement parce que sévit encore la loi de 1920 qui prive les couples du recours à la contraception et de toute information sur le sujet. La loi de 1920, c'est une loi qui a été votée dans l'immédiate après Première Guerre mondiale. Le contexte démographique est très important et c'est une loi qui a deux effets. D'une part, elle réprime l'avortement, la pratique des avortements, à la fois pour la femme avortée et pour les personnes qui l'ont aidée à avorter. Mais elle réprime également toute propagande anticonceptionnelle. Et donc là, on entre dans quelque chose d'assez vaste. L'idée, c'est d'empêcher la circulation de toute forme d'information sur la contraception. La France était plutôt en retard. Déjà, les birth control, ça existait en Angleterre, aux États-Unis, où la pilule existait déjà. Et puis surtout, les femmes de ma génération, enfin les femmes avant la loi sur la pilule, eh bien, elles se heurtaient à un corps médical qui souvent refusait de leur donner des conseils. Pourtant, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les Français n'ont en moyenne que 2 enfants par couple. Preuve que dans l'intimité des chambres à coucher se pratique déjà une forme de contrôle des naissances. Il y a une contraception, mais une contraception qui n'est pas sûre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a comme contraception à l'époque? Il y a essentiellement le retrait, le fameux coitus interruptus, mais il y a plein d'exemples de beaux bébés nés avec le coitus interruptus. Donc, c'est ah ben non, pas ce soir j'ai mal à la tête, etc. Et puis, moi je me souviens dans la campagne où je suis né, grandi, vraiment même la montagne, c'était, disons, le bromure le samedi soir dans la soupe du mari pour le neutraliser, pour être tranquille, quoi. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand même, ce qui était le plus utilisé, c'était l'IVG. L'avortement, bon, qui s'appelait pas encore interruption volontaire de grossesse, ça c'est venu après dans les campagnes et dans la légalisation, mais l'avortement clandestin qui était utilisé, et notamment dans les milieux populaires, mais à quel prix? Entre 400 000 et 800 000 avortements clandestins sont pratiqués chaque année, avec des conséquences dramatiques. Des femmes deviennent stériles des suites d'infections. Pire, presque 300 en meurent chaque année. Dès que j'ai été étudiant en médecine un peu avancé et pouvant le faire, j'ai fait moi-même des interruptions de grossesse de façon en quelque sorte privée et en tout cas certainement interdite. Comme disent certains, on risquait gros. Cela dit, n'exagérons pas les difficultés pour les hommes qui le font, c'est pour les femmes que c'était pénible et dangereux. Il y avait des tas de faiseurs d'anges, comme on disait, qui faisaient de l'argent, en fait, et étaient ignorants de ce qu'il fallait faire. Les antibiotiques n'étaient pas utilisés, bien entendu. Les anesthésies elles-mêmes étaient de mauvaise qualité, etc. Autrement dit, c'était un drame à tous les niveaux, de la douleur, du danger médical. C'était un vrai problème. Docteur, c'est encore à vous que je m'adresse, puisque la question posée par le docteur Roy vous intéresse. Il demande s'il y a une estimation par an du nombre d'avortements en France. Mais alors la notion des avortements, comment voulez-vous qu'on puisse avoir la moindre notion d'un chiffre sur les avortements puisqu'ils sont clandestins? Mais ce qu'il y a de certain, c'est que les médecins gynécologues sont quelquefois effarés du nombre des avortements que donne une femme au regard des grossesses qu'elle a eues. Par exemple, nous voyons fréquemment une femme qui a eu 10-12 fausses couches, alors qu'elle a seulement 1 ou 2 enfants. Ça, c'est vraiment une chose très commune. Au milieu des années 50, des médecins militants s'engagent en faveur du contrôle des naissances. Parmi eux, Marie-Andrée Lagroix-Weill-Allais, gynécologue, comprend après un voyage aux États-Unis que l'on peut faire changer les choses. Elle découvre les cliniques de birth control à New York. Et là, elle se dit, mais il faut absolument qu'on fasse la même chose en France. Et c'est vrai que les Anglais, mais aussi les Suédois, les Norvégiens, enfin dans plusieurs pays d'Europe du Nord, le monde anglo-saxon, avaient déjà réfléchi à ces questions-là autour de la régulation des naissances. C'est un terme un peu technique, mais c'est comme ça qu'on me disait la chose. Et en France, rien. Et du coup, voilà, Madame Weill-Allais sonne l'alerte. L'appel est entendu, en particulier par Évelyne Sullereau, ancienne résistante, professeure de philosophie et mère de 4 enfants.
Ensemble, elles fondent la Maternité Heureuse, une association qui revendique le droit pour les couples à planifier les naissances et milite pour faire modifier la loi de 1920. Marie-Andrée Lagroix-Weill-Allais s'appuie sur l'émotion suscitée par le procès Bach pour alerter les médias. Le débat peut désormais entrer dans la sphère publique. L'émergence d'une question publique se fait autour de différents articles dans les médias, en particulier dans France Observateur, dans l'Express, mais aussi dans Libération, où il va y avoir des grandes enquêtes sur la réalité de l'avortement, la réalité des grossesses non désirées. On peut penser évidemment à la grande enquête de Jacques de Rogy, qui va relater le quotidien de ces avortements clandestins, aller enquêter à l'hôpital, aller interroger des femmes, et tout d'un coup la parole des femmes, la parole des couples émerge dans cette presse, et on voit poindre les difficultés que rencontrent les familles françaises au quotidien. Les papiers sur la contraception, notamment de Jeannette Vermersch, donc la femme numéro 1, je dirais, du Parti communiste, qui écrivait contre justement la contraception en disant que les femmes des milieux populaires ne voulaient absolument pas adopter les vices de la bourgeoisie. Donc, appeler ça les vices de la bourgeoisie, la liberté de pouvoir faire l'amour sans être obligé d'être enceinte, c'était quand même assez énorme. 1956, c'est écrit, c'est paru dans France Nouvelle. Ces débats sur le contrôle des naissances entre la droite catholique, les communistes et les intellectuels de gauche encouragent des parlementaires socialistes et radicaux à déposer plusieurs propositions de loi à l'Assemblée nationale en faveur de la contraception. Sans succès. La classe politique n'est pas encore prête à se pencher sur cette question. En revanche, sur le terrain, le milieu associatif s'organise. En 1960, la Maternité Heureuse rejoint le réseau international du planning familial. Dans les grandes villes sont ouverts des centres d'accueil qui ont pour vocation d'informer sur les méthodes de contraception. Le premier centre français de planning familial, dit aussi de maternité heureuse, s'est ouvert à Grenoble en présence de nombreux médecins et personnalités françaises et internationales. Cet établissement est destiné avant tout à l'information des couples et surtout des femmes, préoccupés pour des raisons de santé, de régulariser et non pas de limiter les naissances, a déclaré le professeur Pascal, président de la section grenobloise de ce mouvement. Juin 61, c'est à Grenoble une date très connue dans l'histoire de la ville, le premier centre d'accueil avec des médecins et surtout beaucoup de dames dont le premier objectif sera d'ailleurs de déculpabiliser, parce que les personnes qui viennent souvent sont bourrées de remords il y a une espèce de culpabilisation sur j'aurais peut-être pas dû, mais quand même, et puis je peux plus, le 4e enfant c'est plus possible. Et elles vont faire tout un travail un peu presque d'accueil psychologique qui va d'ailleurs être par la suite la marque de fabrique du planning familial de cette association. Quel est votre problème? Non. J'ai 32 ans et j'estime que 3 enfants, c'est l'équilibre du couple, ça pose assez de problèmes comme ça pour les élever. Je ne voudrais pas en avoir d'autres. Je suis venue ici pour avoir quelques conseils. Je suis jeune mariée, j'ai eu un bébé un petit peu trop tôt à mon avis et que j'aimerais en avoir un dans plusieurs années, c'est-à-dire pas tout de suite. Le succès est immédiat. Les plannings familiaux passent de 5000 adhérents en 1961 à 95 000 5 ans plus tard. Preuve qu'ils répondent à une attente dans la société, même s'ils flirtent avec l'illégalité. Légalement, le planning familial considère que puisqu'ils sont une association, que les personnes qui viennent doivent adhérer à cette association, elle délivre des informations uniquement à l'intérieur de son association. Donc, ce qui permet d'échapper plus ou moins, je dirais, à une sanction judiciaire. Là, il y a toute une série d'histoires assez drôles à Grenoble qu'on m'a souvent racontées sur les trafics de préservatifs arrivant d'Angleterre dans des enveloppes avec des revues très sérieuses, très savantes, ou bien tout un matériel transporté, passé clandestinement à la frontière suisse. Alors, il y a toute une mythologie là autour, dans les soutiens-gorge des dames, dans les bottes de foin des paysans. Alors ça, j'ai quand même été très surprise quand on m'a dit que... Ou dans les
les portières de voitures, on allait chercher en Suisse, on avait des contacts là-bas et on rapportait à Grenoble tout ce qui était interdit encore à l'époque. On va même fabriquer une crème spermicide sur place à Grenoble, une coopérative va se créer, ils vont l'appeler la crème des Chartreux, ce qui est assez rigolo, quand on sait que voilà. Mais du crème des Chartreux, c'est complètement, on ne peut pas savoir que c'est une crème spermicide, si vous voulez. Donc, voilà, ils auront énormément d'imagination, mais beaucoup de gens qui sont là sont des gens qui ont été dans la résistance aussi avant, hein, ou proches des réseaux de résistance. Donc on considère que voilà, on est en résistance civile face à une situation qui devient absolument intolérable. À ce moment-là, ça devient un problème, disons, politique, parce que toutes ces femmes qui vont dans ces centres, il va y en avoir de plus en plus, on leur donne des informations pour se protéger contre les grossesses et donc obtenir des moyens contraceptifs qui ne sont pas disponibles comme ça sur le marché, simplement j'en voudrais un, qu'est-ce que je fais? Mais en même temps, ça veut dire que la loi n'est plus vraiment respectée. Pour les partisans du contrôle des naissances, c'est maintenant à la loi de 1920 qu'il faut s'attaquer. Grâce au mouvement démocratique féminin, un mouvement politique où milite à l'époque Yvette Roudy, la contraception va faire une entrée fracassante dans la campagne présidentielle de 1965. J'ai toujours pensé que les femmes devaient s'intéresser à la politique, puisque pour transformer la vie des femmes, il faut passer par des lois. Et pour faire des lois, il faut faire de la politique. Ça me semblait évident. Donc j'ai pu, de cette façon, entrer au mouvement démocratique féminin. J'ai tout de suite proposé de créer un journal, et ça a été La femme du XXe siècle. J'en ai sorti un certain nombre de numéros, et c'est dans ce journal-là que François Mitterrand s'est déclaré en faveur de la contraception. Ce qui a eu un effet, ça a été une petite bombe. Et maintenant, je voudrais bien sûr vous poser une question sur celle de vos prises de position qui a fait le plus de sensation. Il s'agit du planning familial ou du contrôle des naissances. Il me semble qu'en voyant tous les candidats à votre suite s'intéresser tout à coup à ce problème qui était tabou jusqu'ici, il me semble que les femmes peut-être vont se sentir un peu devenir un enjeu électoral. Ce n'est pas un problème électoral. C'est un fait politique. On ne peut plus ignorer maintenant que le problème du contrôle des naissances est posé à la nation. Les plus hautes autorités spirituelles s'en préoccupent, vous le savez. Les plus grands pays du monde ont déjà accepté le contrôle des naissances. Or, qu'est-ce qui se passe en France? Une loi de 1920 traite comme des criminels. On les condamne à de la prison le cas échéant. Les femmes qui décident elles-mêmes de ce que doit être l'épanouissement de leur famille. Les pays qui appliquent le contrôle des naissances n'ont pas vu diminuer leur population, mais ils ont vu au contraire la responsabilité et de la dignité de la femme s'accroître. C'est tout ce que je demande. Et ça, c'est la première fois que la contraception devenait un thème de campagne électorale, ce qui était important et ce qui a rendu la chose encore plus publique, évidente, etc. Le très bon score de François Mitterrand à cette première élection présidentielle au suffrage universel fragilise le général de Gaulle. Le président sortant apparaît comme un homme du passé. Il est le seul candidat à ne pas s'être déclaré en faveur de la contraception. Pourtant, c'est bien du camp gaulliste que va émerger un nouvel espoir pour les femmes. Il se nomme Lucien Neuwirth. Pour nous, la loi de 1920 a été une loi de circonstance. On s'explique pourquoi elle a été édifiée, pourquoi elle a été votée. Mais on doit en constater aussi la nocivité et le fait qu'en 1966, bientôt 1967, elle n'a plus aucune raison d'exister. Député de la Loire, adjoint au maire de Saint-Étienne, Lucien Neuwirth est un résistant de la première heure. Il a rejoint De Gaulle et les forces françaises libres à Londres dès juin 1940. Pendant la guerre, j'étais aux forces françaises libres, j'ai vécu en Angleterre, et les Anglaises pratiquaient la contraception officiellement depuis longtemps. Et vous pratiquiez les Anglaises? C'est une façon de parler. Enfin, je savais comment elles pratiquaient. Et puis ensuite, j'ai voyagé, j'ai eu l'occasion de voyager beaucoup à travers le monde. Et j'ai découvert qu'il existait cette différence un peu incompréhensible, que dans d'autres pays, on acceptait la maternité volontaire, la maternité consciente, alors que dans notre pays, on en était encore et toujours
à la maternité accident, à la maternité due au hasard. Et je m'étais promis, dans la mesure de mes moyens, de faire quelque chose. Il avait d'abord le souvenir de désastres dans sa circonscription, de jeunes filles qui en effet étaient décédées après avoir été avortées par des faiseuses d'anges. Et puis il voyait surtout ces familles où il y avait 7, 8, 9 enfants avec des parents qui n'avaient pas les moyens de s'occuper de chacun et ça faisait des malheureux des deux côtés et que les femmes disaient « mais enfin encore un enfant ». Elles le subissaient. Et ça, il avait dit les femmes ne doivent plus subir. Il avait des raisons aussi personnelles à être assez sensible à cette question. Il a été très très choqué par la mort d'une amie d'une famille assez aisée qui se retrouve enceinte, bon, sans que bien sûr il y ait de mariage à la clé, et qui est fichue dehors et qui se suicide. Alors ça, là il est jeune homme, c'est après la guerre. Alors là, il a souvent dit que ça l'avait vraiment révolté de voir qu'on pouvait arriver à une situation pareille parce que tout simplement, la jeune fille, voilà, elle n'a pas pu avoir accès à une contraception qui aurait évité évidemment ce drame. Donc ces questions-là, et puis bon, il avait fait de la résistance, donc cette idée qu'effectivement on doit pouvoir changer le monde, enfin il y a tout un acquis, voilà, les choses vont bouger, une société qui va changer, qui est en train de changer. Dans les années 60, les progrès de la recherche médicale accompagnent cette soif de changement. Deux nouvelles méthodes de contraception efficaces et a priori sans danger ont fait leur apparition dans les pays anglo-saxons, le stérilet et la pilule. C'est l'Américain Gregory Pincus qui a mis au point cette dernière. Le professeur Beaulieu le rencontre quelques années après. J'avais, aux États-Unis, fait une conférence dans son laboratoire et il m'a demandé, vous savez ce que c'est que la contraception, la pilule? Et je lui ai dit, et c'était vrai, non. Et en fait, il m'a envoyé dans un endroit où on utilisait la pilule et j'ai parlé là avec les médecins aussi bien qu'avec des utilisatrices. Je crois que j'ai très rapidement, pour ne pas dire immédiatement, compris qu'avec un moyen scientifiquement établi, médicalement contrôlé, utile et sans problème de santé, je me suis dit que ça allait être une révolution. Et en fait, ça l'a été, pas seulement pour la reproduction, mais pour les rapports entre hommes et femmes sur le plan affectif, moral, mental. Bien sûr, j'étais du côté de ceux qui voulaient que ce soit développé. La pilule, moi je suis plutôt pour. Je trouve que surtout dans certains cas où il y a déjà trop d'enfants, 5 ou 6 enfants, c'est quelque chose de nécessaire. Je suis tout à fait pour parce que je pense que refuser la pilule anticonceptionnelle, c'est une véritable hypocrisie sociale. Je crois que le principal mérite de la pilule et de tout moyen anticonceptionnel d'ailleurs, c'est de donner une certaine liberté, si vous voulez, à la femme. Oh yeah. J'ai reçu une lettre de la présidence me demandant, Antoine, vous avez du bon sens. Comment faire pour enrichir le pays? Mettez la pilule en vente dans les monoprix. En 1966, le succès de la chanson d'Antoine, qui ose un pied de nez à la loi de 1920, en dit long sur l'état d'esprit de la jeunesse française. Elles refusent d'avoir la même vie que leurs parents. En 1967, il s'agissait de faire sauter des verrous, et ces verrous ont sauté parce que la société était en plein mouvement et demandait à ce que, effectivement, ces verrous sautent, et parce qu'il y a eu préalablement une mobilisation de citoyennes, de citoyens, d'associations, qu'un mouvement s'est créé et qu'à un moment donné, il y a eu en quelque sorte un relais au Parlement à travers des députés qui se sont investis et mobilisés. Il a fallu quand même convaincre le général de Gaulle que c'était important, parce que dans un premier temps, quand on commençait à parler de tout ça, de Gaulle avait dit « mais la contraception, c'est comme l'automobile, c'est pour l'amusement. » Donc,
On ne s'occupe pas de ça. 2 ans avant, quand François Mitterrand avait inscrit la contraception dans son programme, le général de Gaulle avait dit « Mais enfin, vous n'y pensez pas, si on donne la pilule, ça va être le sexe va envahir les choses et la France va en être amoindrie à cause de cette bagatelle. » Voilà, il avait parlé de bagatelle. Alors donc, on s'était dit, il sera définitivement rebelle à tout changement de la loi de 1920, et puis voilà. Un jour, De Gaulle me dit « Dites donc, il faudra que vous veniez me parler de votre affaire. » J'ai parfaitement compris ce qu'il voulait dire. Un beau matin, là, à 11h du matin, je me suis trouvé dans son bureau. Vous savez, quand on entrait dans le bureau du général de Gaulle, il était debout. Ça vous impressionnait quand même, hein, ça avait de l'allure. Hein, parce qu'il avait une personnalité. Ah, bonjour Neuwirth, ça va, asseyez-vous. Bon. J'ai parlé 40 minutes sans être interrompu. Je voyais que ses mimiques faisaient ça. Je voyais l'homme qui réfléchissait, mais vraiment profondément. Puis à la fin, je n'avais plus rien à dire, je me suis arrêté. C'est vrai, transmettre la vie, c'est important. Il faut que ce soit un acte lucide. Continuez. Je dois dire, je me suis retrouvé rue de l'Élysée, là, je ne sais plus où j'étais. Il y a une persuasion qui s'est faite. Alors, le fait que, évidemment, Neuwirth était un résistant, c'était pour lui un bon point aux yeux du général de Gaulle. Surtout un résistant de la première heure, très jeune, passé en Angleterre. Bon, voilà, il croyait à son truc, mais en même temps, c'était pas évident d'aller vendre tout ça au général. Hein. Il y a eu un acte politique majeur, c'est le pouvoir exécutif qui décide, puisqu'il en a, en vertu de la Constitution de la Ve République, le pouvoir, d'inscrire la proposition de loi à l'ordre du jour du Parlement. Et c'est la raison pour laquelle Lucien Neuwirth a pu aboutir, parce que le général de Gaulle et Georges Pompidou, alors Premier ministre, lui ont dit « Eh bien, Neuwirth, c'est bon, on inscrit votre texte à l'ordre du jour du Parlement. » À la surprise générale, De Gaulle donne son feu vert à une loi sur la contraception. A-t-il senti le vent de l'opinion tourner? A-t-il craint pour l'image de la France à l'étranger? Toujours est-il que Neuwirth a désormais le soutien de l'Élysée. Mais est-ce bien suffisant? Lucien Neuwirth a conscience qu'il va rencontrer l'opposition d'une grande partie de son camp politique, c'est-à-dire les gaullistes, qui ont des positions qui sont proches de celles de l'Église catholique sur cette question. Du coup, il va d'abord mettre en place une commission parlementaire ad hoc pour soulever un certain nombre de problèmes liés à la contraception, notamment les questions liées à la pilule contraceptive. Est-ce que c'est un moyen de contraception qui est sûr médicalement? Je vous donnerai une opinion personnelle, mais je dois dire au préalable que cette opinion est en parfaite concordance avec l'esprit et avec la lettre du Conseil national de l'ordre des médecins. Cette pilule risque d'entraîner des ennuis pour la santé des femmes et que par conséquent, encore une fois, il paraît difficile de rendre malade une femme qui ne l'était pas et qui pourrait secondairement se retourner contre son médecin en lui reprochant de lui avoir donné un médicament qui nuisait à sa santé, auparavant intacte. Pour couper court au fantasme, le général de Gaulle demande à 13 sages de se prononcer sur les effets de la pilule sur la santé des femmes. Le professeur Beaulieu, à l'époque membre de l'Organisation mondiale de la santé, joue alors un rôle déterminant. L'ensemble des membres étaient contre accepter la pilule. J'ai demandé, en fonction de l'activité que j'avais à l'Organisation mondiale de la santé, et donc les documents du monde entier concernant l'utilisation des méthodes de contraception, et en particulier de la pilule, j'ai demandé à ce qu'ils soient renseignés, et j'ai fait venir de Genève les documents. Ça a été fait très rapidement. Il y a eu une autre séance de la commission, il y a eu un vote, cette fois-ci, dûment enregistré, et qui a été positif dans la mesure où les documents faits dans le monde entier étaient la preuve que la France était en retard sur cette question. La première lecture du texte de Lucien Neuwirth a lieu le 1er juillet 1967.
Catherine Ney, qui est alors jeune journaliste à l'Express, dirigée par Françoise Giroud, est la témoin privilégiée de ce moment d'effervescence. Je savais que c'était une révolution, que l'As écrivait l'histoire, que quelque chose de nouveau vraiment venait de se passer au Parlement et de raconter comment la tension qui y régnait. Et dans les tribunes, les femmes étaient toutes venues écouter les débats. Donc il y avait une atmosphère comme ça, très, je dirais pas houleuse dans l'hémicycle, et puis très ardente, au contraire, dans les tribunes, où les femmes regardaient quels étaient les hommes qui les comprenaient et ceux qui rejetaient et qui se battaient pour ne pas leur offrir cette possibilité de maîtriser leur corps, parce que c'était bien là le sujet. La pilule va encore favoriser davantage les amours illicites et ébranler les assises de la famille. Il est logique que dans le mariage, le mari et la femme aient les mêmes droits de procréation. Vous ne pouvez pas donner ce droit seulement à la femme, le mari demeurant dans l'ignorance de ce que fait son épouse. Vous vous souvenez des difficultés que vous avez rencontrées avec vos collègues parlementaires? Écoutez, pour vous donner une idée, de ce qu'ont été les débats, je vais simplement vous citer un extrait. Un de mes collègues a commencé son propos en disant « Il est regrettable qu'un tel projet ne puisse être discuté à huis clos comme aux assises quand il s'agit d'une affaire de mœurs. » Voilà, c'était que le début. Écoutez le morceau de bravoure. Et il a terminé en disant « D'autre part, les maris ont-ils songé que désormais c'est la femme qui détiendra le pouvoir absolu d'avoir ou ne pas avoir d'enfants en absorbant la pilule, même à leur insu? Les hommes perdront alors la fière conscience de leur virilité féconde et les femmes ne seront plus que des objets de volupté stérile. » Voilà ce qu'on a entendu le 1er juillet 1967, c'est au journal officiel, à l'Assemblée nationale, et puis aussi pas mal d'autres choses. Il a été extrêmement attaqué, notamment par la droite catholique pratiquante. Et sa fille, évidemment, à un moment, il a dû la retirer de l'école. Et puis, lui a été poursuivi pour ce laxisme, pourrissement des mœurs, enfin, toute une série de qualificatifs. Le pauvre... ça correspondait pas trop quand même ni à son mode de vie, ni à ce qu'il défendait. Hein. Les voix masculines qui se sont insurgées, c'est plutôt effectivement des responsables politiques plutôt de la droite et de l'extrême droite, des médecins argumentant sur les dangers éventuellement de la contraception de la pilule, mais aussi souvent d'une culture catholique assez conservatrice pour qui le rôle premier d'une femme c'est d'être épouse et mère de famille. Et on retrouve un argumentaire qui traverse tout le siècle. La société va partir en morceaux, puisque la famille va partir en morceaux, et ce sera la grande orgie. Il y a eu des termes utilisés au Parlement, mais assez incroyables. Enfin, maintenant on en rit, mais se dire que ça a été dit au Parlement. C'est une dénaturation de la femme. La nature se vengera. En effet, pas de cycle, pas de femme, pas de libido. Fini ces fantaisies, fini ces chatteries qui font le charme féminin. Par contre, des seins douloureux à ne pas toucher, agrémentés parfois de troubles psychiques. Et la première vengeance de la nature est que le partenaire s'éloigne. Nous ne pouvons pas toujours aller sans danger contre les lois suprêmes de la nature. Ma conscience et ma conviction profonde m'ordonnent de pousser un cri d'alarme et d'angoisse. Ce sont des minorités qu'elles se trouvent représentées à l'Assemblée nationale et du coup, ça amène à ce que l'expression au sein de l'hémicycle soit dans chaque cas extrêmement dur, extrêmement blessant. Les femmes vont devenir des dépravées. C'est la porte ouverte, disent certains parlementaires, à la prostitution. Enfin, toutes les femmes se trouvent du coup dans une situation de mise en cause, si j'ose dire, par rapport à ce qu'elles sont, là où il s'agit pour eux simplement de maîtriser leur potentielle maternité. L'emploi de la pilule, déjà très répandu dans le monde intellectuel français, a des conséquences imprévues. Il précipite certaines catégories de femmes vers la prostitution clandestine et temporaire, pour pallier notamment les fins de mois difficiles. Donner à la femme mariée l'autorisation d'utiliser la pilule à l'insu de son mari serait en même temps lui conférer le droit de mentir à son mari, de le duper dans son désir naturel. C'est un des buts du mariage d'avoir des enfants.
j'admettais parfaitement que pour des raisons de morale religieuse, d'éthique, on ne soit pas d'accord avec la contraception, avec le principe de la contraception, et qu'on ne la pratique point. Je suis tout à fait d'accord. Mais où j'étais pas d'accord, c'est lorsque des gens qui voulaient que leur morale religieuse, leur éthique soit respectée, et Dieu sait que j'étais tout à fait d'accord avec eux, imposent leur propre morale à l'ensemble d'une population. Et les obstacles que j'ai eus, ça a été, si vous voulez, le temps de faire comprendre à ces gens-là que, mon Dieu, c'était pas leur conviction qui était en cause, c'était tout simplement le droit de chacun de disposer de lui-même. Malgré ces obstacles, Lucien Neuwirth peut compter sur les voix du centre, et surtout celle de la gauche, qui a gagné de nombreux sièges aux dernières élections législatives. C'est donc dans son propre camp qu'il doit convaincre pour obtenir la majorité. Il y avait un groupe, disons, gaulliste, plus centriste, etc., qui disait qu'il y avait un problème, c'est que la loi n'était plus respectée. Et quand une loi n'est plus respectée, c'est plus possible de la maintenir, surtout comme ça dans ce domaine, parce que, d'abord, on se ridiculise, puis elle n'existe plus, elle devient inopérante. Et puis, il y avait la raison, je dirais, humanitaire, c'est-à-dire il faut en finir avec tous ces avortements clandestins qui démolissent les femmes. Donc, ces arguments jouaient pour justement les faire voter en faveur de la loi. Il faut aussi noter que le Parti communiste français a changé de position depuis 1965 et finalement soutient la libéralisation de la contraception. France Inter, voici Intermatin. Les titres. L'Assemblée nationale adopte définitivement le projet de loi sur la régulation des naissances. Pas de sommet asiatique à l'occasion Le 19 décembre 1967, la loi est enfin votée. Fait exceptionnel à main levée. Comme si les députés craignaient d'avoir à se justifier auprès de leurs électrices et électeurs. La loi s'adapte ainsi à une société en plein bouleversement. Dans ce débat, moi, ce que j'ai retenu, c'est l'anxiété. L'anxiété des députés. Moi, je dirais, oui, on sentait que tout d'un coup, ils étaient dépossédés de quelque chose. La contraception, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire un enfant quand je veux. C'est-à-dire, c'est moi qui décide du moment où je fais un enfant. Mais les hommes l'entendaient, eh bien c'est un amant quand je veux. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'était comme une sorte d'atteinte à leur virilité. Voilà. Et on sentait dans l'hémicycle ceux qui se résignaient à voter, de bon gré, mal gré. Je crois qu'il y en avait peu, finalement, qui étaient si enthousiastes que ça. Ils savaient qu'il fallait en passer par là, parce que, écoutez, on avait donné le droit de vote aux femmes, on avait été bien content d'en trouver pendant la résistance, qui résistaient avec les hommes, d'autres qui, pendant que leur mari était prisonnier de guerre, eh bien, faisaient tourner le ménage. Donc, elles avaient des responsabilités, et donc, il était normal qu'elles maîtrisent leur fécondité. Les Françaises ont désormais le droit d'utiliser des moyens contraceptifs de façon légale. Pourtant, le combat de Lucien Neuwirth est loin d'être terminé. Au terme de la nouvelle loi, donc, les contraceptifs vendus uniquement en pharmacie ne seront délivrés que sur certificat médical. D'autre part, toute propagande antinataliste et toute publicité commerciale concernant les contraceptifs ou les méthodes contraceptives sont interdites sous peine de sanctions s'accompagnant d'amendes et de peines de prison. C'est une loi qui est très restrictive, hein, il faut s'en souvenir. Pas de remboursement par la sécurité sociale, une autorisation pour les mineurs, des carnets à souche dans les pharmacies pour les personnes qui achètent la pilule. Donc il y a vraiment un certain nombre de restrictions fortes. Et par ailleurs, il y a cette question des décrets d'application qui sont pris au compte-gouttes, ce qui fait que finalement l'application de la loi, elle est très longue à être mise en place. C'est un des défauts de l'administration française. Elle peut faire des lois merveilleuses. Alors on crée l'illusion que le problème est réglé, sauf que tant que les décrets d'application ne sont pas intervenus, le problème n'est pas réglé. Et le décret d'application peut très bien attendre dans les tiroirs. Et il faut savoir que les politiques passent et les administrateurs demeurent. Nous nous sommes heurtés pour l'application de cette loi, un état d'esprit conservateur, rétrograde, je dirais aussi un manque de clairvoyance, de discernement et peut-être de générosité.
On a placé les femmes, les couples devant l'alternative accouchement-avortement sans leur expliquer, sans leur indiquer qu'il y avait autre chose. On n'a fait aucune éducation sexuelle. Vous-même, vous avez fait, comme moi-même, de l'auto-information. On a découvert les vérités de la vie au hasard de ce qu'on glanait sous les préaux des écoles ou dans les bureaux. Tout ça n'est pas sérieux. En 1973, Lucien Neuwirth parachève sa loi en créant le Conseil supérieur de l'information sexuelle. Le principe est de mettre des moyens d'information à disposition de la jeunesse. Mais 68 est passé par là. Les mœurs ont changé. La sexualité peut se vivre différemment. Est-ce que sur le plan de la vie du couple, cette prise régulière de la pilule vous a apporté quelque chose qu'on peut appeler un équilibre? Moi, je crois que ça a quand même peut-être changé quelque chose dans le couple, parce que ça nous a donné une tranquillité, si vous voulez, sur le plan de nos rapports. Je crois que l'harmonie est pleine, si je peux dire ce mot, de sensibilité et de... Je voudrais pas dire de perfection, parce qu'il est difficile de parler de perfection, mais enfin, il y a une harmonie qui est certaine et qui est sans arrière-pensée. La grande révolution du XXe siècle, ça a été la dissociation de la sexualité et de la procréation. Par la contraception d'abord, et puis l'IVG après, bien sûr, puisqu'il y a quand même des ratés dans la contraception, et qu'est-ce qu'on fait quand il y a un raté dans la contraception? Entre 1967 et 1974, il y a quand même eu mai et juin 68, et l'émergence à partir de 1970 du mouvement de libération des femmes, qui pose la question des ferments et qui fait de la contraception et de l'avortement des libertés centrales pour les femmes, avec l'idée que les femmes ont le droit de disposer de leur propre corps, que le choix leur revient. Le combat des féministes fait accélérer les choses. Contrairement à ce qu'on avait imaginé dans les années 50, la contraception n'empêche pas les avortements clandestins encore trop nombreux. En 1972, les associations féministes font du procès très médiatique de Marie-Claire Chevalier, défendue par Gisèle Halimi, un argument supplémentaire pour le droit à l'IVG. L'adolescente, jugée pour avoir avorté après un viol, est relaxée, mais la faiseuse d'ange est condamnée à 1 an de prison avec sursis. Ce jugement a déjà sonné le glas de la loi de 1920. C'est pour nous une... Comme d'autres, Lucien Neuwirth se rend alors à l'évidence. C'est la loi de 1920 dans son intégralité qu'il faut maintenant abroger. Lucien Neuwirth pose demain à l'Assemblée nationale une question d'actualité au ministre de la Santé publique sur l'application de la loi sur la planification des naissances et la révision éventuelle de la loi de 1920 sur l'avortement. La femme qui veut interrompre sa grossesse est actuellement poursuivie, se sent culpabilisée, quelquefois traitée comme une criminelle. Alors je crois qu'il faut la traiter tout à fait différemment. Est-ce que vous êtes pour la libéralisation absolue de l'avortement? L'avortement libre à tous les coins de rue, certainement pas. C'est pas sérieux. Mais je suis assez tenté par la proposition faite par l'Association nationale d'études de l'avortement. Et je crois aussi que nous ne manquons pas de gens compétents en France pour aborder ces problèmes, pour proposer des solutions, à commencer d'abord par les femmes, parce que les femmes sont les premières intéressées, c'est à elles de faire connaître leur point de vue. Lucien Neuwirth est bientôt rejoint dans son combat par Simone Veil. La question de l'avortement apparaît avant tout comme une question morale. La bataille sera particulièrement violente. Mais c'est aussi avec la plus grande conviction que je défendrai un projet longuement réfléchi et délibéré par l'ensemble du gouvernement, un projet qui, selon les termes mêmes du président de la République, a pour objet de mettre fin à une situation de désordre et d'injustice et d'apporter une solution mesurée et humaine à un des problèmes les plus difficiles de notre temps. Si vous n'avez pas une personne qui essaye de fédérer, de convaincre et puis de suivre, de pousser les choses, les choses ne se font pas. Hein. Ça va? Plaisir de vous voir. Oh, moi aussi, je suis content. Chaque fois que je vous vois, je suis content. Ça me rappelle tant de souvenirs. Ah, oui. Si nous n'avions pas été totalement solidaires. Ah bah oui, heureusement qu'on est. Et surtout, je dois dire, moi, je n'aurais jamais pu présenter la loi si vous n'aviez pas auparavant franchi cette étape, qui était très difficile, parce que
on avait dans ce domaine de telles restrictions et de telles intolérances de tous bords. Symboliquement, c'est très fort d'avoir légalisé la contraception, mais d'un autre côté, ce n'est qu'une étape dans un processus plus long de libéralisation de la contraception qui se joue sur plusieurs décennies finalement, avec une appropriation aussi très progressive de la part des Français des moyens contraceptifs modernes. Ce n'est qu'à partir des années 1980 que la pilule contraceptive devient le moyen le plus employé par les Français. Dans les années 80, alors que la contraception est légale depuis plus de 10 ans, seul un tiers des femmes l'utilisent. Devenue ministre du droit des femmes après l'élection de François Mitterrand en 1981, Yvette Roudy décide que sa première action sera en faveur de la contraception. Si on voulait que la contraception entre dans les milieux les plus simples et les plus populaires, il fallait que cela soit dit d'une manière officielle. Et je savais que l'autorité de l'État pouvait permettre cela. Et je savais que la plus grande audition pouvait être à 20h, au moment où toute la famille était réunie pour manger la soupe. Oh non, côté enfant, j'ai ce qu'il me faut. Un de plus, franchement, ce serait trop. Nous, on va peut-être se marier, mais on veut d'abord vivre à deux. Moi, un enfant, je viens d'en avoir un. Alors, je ne vous dis pas tous les freins que j'ai pu rencontrer dès mon arrivée. Parce que dès que j'ai dit « je voudrais lancer une campagne d'information sur la contraception », on m'a tout de suite dit « à chaque fois qu'un ministre veut se mêler d'une campagne d'information, c'est l'échec ». Alors ça, il fallait surtout pas me dire ça. Aujourd'hui, chaque femme doit pouvoir choisir. Et 1000 centres d'information sur la contraception existent. Vous trouverez leurs adresses dans les mairies, les bureaux de poste et partout où vous verrez ce signe. Les droits des femmes sont récents. Or, la domination masculine, même si nous avons des alliés, et chaque fois nous trouvons des alliés chez les hommes, eh bien la domination masculine, quand même, est là depuis des millénaires, depuis le commencement de l'humanité. Il y a toujours eu quelques féministes qui se sont glissées, ici et là, mais c'est une poignée. Les féministes sont très peu nombreuses. Si toutes les femmes étaient féministes, d'ailleurs, on n'en serait pas là. On aurait vraiment gravi beaucoup de chemin. La société française a été secouée par de violentes batailles politiques depuis 50 ans. Avec la loi Neuwirth, la sexualité est devenue un sujet politique. C'est ainsi qu'après la pilule, la France a autorisé l'avortement, puis des années plus tard le Pacs et le mariage pour tous, entérinant ainsi les pratiques des Françaises et des Français. On se demande comment, et d'ailleurs moi je vois les jeunes à qui j'en parle, parce que souvent on me demande de venir raconter tout ça, la légalisation et tout, et les jeunes se disent mais comment ça se fait que on ait fait ces lois si tard, parce que souvent s'imaginent que ça remonte à la nuit des temps, que c'est tellement évident pour eux et pour elles, notamment que la contraception et l'IVG, c'est quand même le b.a.-ba de ce que, d'ailleurs même de ce qu'on vous apprend maintenant à l'école, qu'ils ont du mal à penser qu'il a fallu se battre et que c'est seulement en 1967 qu'il y a eu la légalisation de la contraception et seulement en 1975 qu'il y a eu la légalisation de l'IVG. Donc ça permet aussi de mesurer disons les combats qu'il a fallu mener pour expliquer ça. Ces questions sont tellement existentielles et tellement fortes, il y a tellement d'enjeux autour que forcément ça s'installe sur un temps long, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments de rupture. En fait, j'aime bien l'expression que je crois que c'est Michel Perrault a utilisée, les flux et les reflux. C'est-à-dire qu'il y a des avancées qui peuvent se faire et parfois avec une vitesse, une accélération liée à un contexte particulier. Et puis, il peut y avoir des moments où voilà, il y a une espèce de reflux, il y a une petite vague conservatrice effectivement qui revient, on a comme ça et puis ça redémarre. Mais des choses ont été semées, ça prendra du temps à germer, mais c'est là.
Et ça va permettre effectivement parfois au mouvement suivant de redémarrer et d'aller plus loin. Quand vous prenez les 4 grandes lois sociétales qui ont été votées entre 1967 et 2013, contraception, IVG, Pacs et mariage pour tous, en fin de compte, il y a une très grande continuité et une très grande filiation dans les oppositions qui surgissent et qui se manifestent et avec une violence très très forte. Mais parce que à chaque fois, il y a une remise en cause d'un ordre hétérosexuel et patriarcal dominant et qu'on est dans le domaine idéologique. Et vous avez des personnes, des associations, des mouvements, les églises notamment, qui, de par leur conception de la société, considèrent qu'il faut maintenir, coûte que coûte, malgré les mouvements de la société, cet ordre qui pour eux est immuable. Mais finalement, à chaque fois, quand ces 4 lois ont été votées, on a vu que, loin d'être un effondrement de la civilisation, au contraire, on a vécu, de mon point de vue, dans une société beaucoup plus civilisée au meilleur sens du terme et où l'égalité des droits à chaque fois avait progressé. Merci mes chers collègues. Mes chers collègues. Je conclurai en disant, si c'était à refaire, je le referais. Combien de malheurs, combien de misères on aurait évité, combien de vies malheureuses on aura protégées. C'est pourquoi, si c'était à refaire, je le referais.